À la sortie du village, Atman a retrouvé son neveu Ahmed pour traverser la Palmeraie en direction du fond de l'Oued. Ils vont cheminer presque une heure entre les rigoles d'irrigation et les murs de pisé qui protègent les petits champs cultivés à l'ombre des palmiers. Ah, les ânes, quand on les laisse ensemble, ils se battent. Si tu ne fais pas attention, ils vont se mordre, ils se donnent des coups de pied, il n'y a rien à faire. Je suis obligé de les séparer. J'en mets un ici, et le plus fort, je le mets là-bas. À part ça, les ânes, c'est bien, on fait tout avec. On le prend le matin pour aller chercher de l'eau, il porte les sacs, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas d'âne, tu ne peux rien faire. Ils s'enfoncent tous les deux dans un trou creusé d'année en année dans le sous-sol de l'Oued. Atman et son neveu, comme pratiquement tous les hommes de la famille, sont potiers. Ils viennent chercher ici la terre dont ils ont besoin, une argile très fine, accumulée au fil des siècles dans le creux de l'Oued et qui fait la réputation des potiers de Tamgrout. Ici, c'est seulement la terre spécialiste. Il n'y a pas la terre comme ça. C'est une terre très fine et très particulière. Après, on la casse bien, on en fait de la poudre et on mélange avec de l'eau. On remue longtemps, et puis avec un tour, nous les potiers de Tamgrout, on fait les plats, les assiettes, les bols et des tuiles qui sont très connus au Maroc. La terre, on ne la trouve pas partout. Enfin, la terre pour le travail, il n'y en a qu'ici, au milieu de la Palmeraie. À côté, elle est moins bonne. On met la terre sur les ânes et on rentre. Si tu mets plus de 2 sacs, l'âne, il ne bouge plus. On travaille tout le temps avec l'âne, pour aller chercher de la terre, pour vider la cendre des fours ou récupérer du bois. Alors on fait attention. Tous les potiers du village sont installés ensemble autour des fours. Ils forment une sorte de coopérative. Chacun dispose de son propre atelier et travaille en famille. La fabrication n'a pas changé depuis des siècles. De la terre, de l'eau, et puis on remue le mélange pendant plusieurs heures pour le rendre homogène. Les poteries sont ensuite montées sur des tours rudimentaires. La technique est simple, elle se pratique à peu de frais, avec juste de la main-d'œuvre et beaucoup de savoir-faire que l'on transmet dès que possible aux jeunes garçons. Les fours sont allumés chaque jour vers le milieu de l'après-midi. La cuisson va durer plusieurs heures et il faudra attendre le refroidissement total le lendemain matin avant de les rouvrir. Atman a laissé le four sous la surveillance de ses frères. Il en profite pour aller voir le forgeron. Il a remarqué ce matin que son âne boitait légèrement. Les forgerons utilisent un acier doux, facile à travailler à froid mais qui ne tient pas longtemps. Les fers utilisés ne sont pas de très bonne qualité.
Il faut les refaire souvent, surtout pour les ânes qui, comme celui d'Atman, portent de lourdes charges sur des sols rocailleux. Les forgerons s'occupent aussi de soigner les bêtes. Ils ont un savoir empirique et leurs méthodes sont plus proches de celles des rebouteux que du vétérinaire. Atman a expliqué que son âne boitait légèrement. Il va lui appliquer des pointes de feu. En brûlant les poils et la peau superficiellement, il pratique une sorte d'acupuncture qui va régler le problème. Dans l'appel du muezzin pour la prière du soir, le petit village de Tamgrout s'endort. أشهد أن محمدًا رسول الله. Atman est parti ce matin avant le lever du soleil en direction du désert. Il va aux épines. C'est le nom que l'on donne en berbère à l'herbe à chameau. Ces petits buissons aux pointes acérées sont indispensables au potier. Les fours sont chauffés avec des palmes sèches et surtout avec cette herbe coriace et ligneuse. Elle produit une chaleur vive qui donne sa particularité aux poteries de Tamgrout. Plusieurs fois par semaine, Atman ou ses frères s'enfoncent loin dans le désert dans la fraîcheur du petit matin. Un équilibre s'est installé avec le temps entre le travail et les ressources naturelles dont les potiers disposent. L'âne y joue son rôle. Il va moins loin qu'une camionnette, mais il n'a pas besoin de route. Il porte de faibles charges, mais cela évite d'arracher trop d'herbe le même jour au même endroit. Au bord du désert, c'est la simplicité des moyens employés qui permet la survie des potiers. Pendant que la chaleur monte, le petit village s'éveille. C'est jour de marché. On ne vend pratiquement aucune nourriture, chacun se débrouille avec son potager. Les femmes restent à la maison. Ici, il n'y a que des hommes. Ils s'occupent en général de tous les achats. On vient pour la vente d'un mouton, pour quelques ustensiles de première nécessité ou pour faire poser un fer par les forgerons itinérants. Il n'a pas plu ici depuis des années. Large de quelques centaines de mètres à peine, l'Oued s'enfonce dans le désert sur des centaines de kilomètres et dessine un mince ruban vert où se concentre la vie. L'eau des montagnes circule et s'infiltre dans le sous-sol de l'Oued. Cette eau souterraine est une bénédiction. Plus l'humidité est proche de la surface, et plus les palmiers sont nombreux. La palmeraie est une organisation complexe. Les palmiers font de l'ombre, ils permettent aux légumes de ne pas être brûlés et de profiter du peu d'eau dont on dispose pour irriguer les minuscules parcelles cultivées. Ces parcelles sont si petites qu'elles sont travaillées uniquement à la main. Il n'y a pas d'animaux de trait dans la palmeraie. Les ânes ne servent qu'au transport. Pour l'âne, il faut toujours des grands champs où il n'y a pas des palmiers, où il n'y a pas des arbres. Il marche directement.
Parce qu'ici, c'est très fatigant pour lui. Alors ça, c'est trop pour lui. Tu sais, si tu fais chaque fois, il y a un palme ici. Et après, tu fais le demi-tour comme ça. Ça, c'est fatigant pour lui. C'est pas gentil pour l'âne. Il va être fatigué. Après, il va te dire, ah ouais, j'en ai marre. Oui, bien sûr. Ouais. La palmeraie est un lieu de vie, un immense terrain de jeu pour tous les enfants de Tamgrout et ceux des dizaines de hameaux qui se cachent sous les palmiers. Ils y apprennent au quotidien les règles de vie où chacun a sa place, les relations et la séparation très stricte entre les hommes et les femmes, les rythmes de la journée et bien sûr la conduite des ânes qui sont utilisés pour tous les travaux quotidiens et avec lesquels ils jouent encore. شو شنو مزر كنت منطر سوي الله طعينت الزنبات لازم اصبر يحفرني parce que les Dans les cas, ça va ici comme chez nous. Alors c'est pas trop, tu sais. Alors une fois par jour, il cherche de l'eau. Une fois par jour. Et par exemple, une fois par semaine, il part au souk. Et après, une fois par jour, il part aussi chercher du bois. Du bois, voilà, c'est tout à peu près comme ça. Et après, tu l'amènes dans les palmeries comme ça, comme vous voyez. Alors, il le laisse comme ça. Voilà, manger tranquillement, rester, prendre de l'air aussi. Alors, il reste tranquille. Et détient les droits d'irrigation. Pas de bétail. Les terres ne sont pas assez riches, juste des ânes. Les moutons et les chèvres se nourrissent en dehors de la palmeraie. On irrigue pour cultiver quelques légumes, un peu de fourrage. Les palmiers donnent de l'huile et des dattes. Tout cela est réglé par des lois coutumières mises en place depuis des siècles. Cette organisation est indispensable à la survie de la communauté car la palmeraie produit peu de surplus. L'âne fait partie de cet équilibre fragile et précaire. Avec l'âne, tu es tranquille, tu es libre, tu es bien. Personne ne te demande l'âne. Si tu as une voiture, tout le monde vient. Parce que il n'est pas compliqué l'âne. Il mange n'importe quoi. Tu sais. Sur le chemin du retour vers le village, petite leçon de conduite avec Ahmed. Si on veut dire à l'âne arrête, on dit en berbère chat. Mais si on veut aller, on dit ra. C'est toujours comme ça. Si on ne veut pas dire ra, ça ne marche pas. Si on ne veut pas dire chat, ça n'arrête pas. C'est ça. Ra. Voilà. Donc quand on veut s'arrêter, je te dis chat. Quand on rentre à la maison, on donne quelque chose à manger. Si on veut manger, on dit cool. Si on ne veut pas manger, on dit non, tu manges rien. C'est ça. Étrangement, dans la palmeraie, tous les ânes sont des mâles. La tradition fait qu'il est impensable de travailler et de se montrer avec une femelle. Ce serait le signe d'une sexualité brute exposée aux yeux de tous. Il faut pourtant bien des femelles pour renouveler le cheptel. Direction la montagne, un peu plus au nord vers les contreforts de l'Atlas. Là-bas, les traditions sont différentes. L'eau est abondante. C'est une vie plus pastorale, plus agricole, moins rude que dans la palmeraie. La vie s'organise autour des douars, les petits hameaux qui parsèment la campagne. Chaque semaine, les paysans descendent vers le village voisin pour le marché hebdomadaire avec leurs ânes, qu'ils soient mâles ou femelles. Chacun laisse son âne dans une sorte de grand parc à l'entrée du marché et la nature suit son cours. Il n'y a pas au Maroc de tradition de sélection. La reproduction se fait au hasard des rencontres, sans aucune idée préconçue. Les ânes n'ont qu'à se débrouiller.
Quelques mois après, on obtient un ânon qui, une fois sevré, partira vers les marchés aux ânes qui ont lieu régulièrement un peu partout. Les négociants écument ces marchés pour acheter les bêtes qu'ils iront vendre dans les vallées du sud, où l'on n'apprécie que les mâles. Ces marchés fonctionnent comme tous les marchés. On discute, on se fâche, et finalement on se met d'accord. Chacun repart avec son bien. Les ânes sont indispensables à la vie de tous les jours à la campagne, bien sûr, mais aussi en ville. Marrakech, l'ancienne capitale des Almoravides. Sa place Djemma El Fna, ses touristes venus du monde entier. La vie traditionnelle, celle que l'on vient voir, se concentre autour de la médina et des souks. Le soir, la place s'illumine et tout le monde se retrouve pour manger dans l'agitation et la fumée sur un coin de toile cirée. Derrière la façade, un petit monde laborieux s'agite pour alimenter la ville. Au nord, de l'autre côté des remparts, la journée commence très tôt au souk aux légumes. Arrivé par camion dans la nuit de la vallée de l'Ourika ou des Grandes Plaines, le marché aux légumes va approvisionner toute la ville. Mohamed est livreur. Il travaille, comme beaucoup d'autres, avec son âne et une charrette fabriquée par le ferronnier du coin. Ce matin, il commence sa journée par un passage rapide chez le forgeron. Ils sont plusieurs, installés à même le sol, prêts à intervenir. La ville se modernise et les rues de terre se couvrent peu à peu de bitume, dur et glissant pour les chevaux et les ânes. Alors on a développé ici une technique un peu spéciale. Pour ne pas glisser sur le bitume, les fers sont remplacés par du caoutchouc, découpé dans 2 vieux pneus. Mohamed a trouvé une bonne livraison pour un épicier installé à l'autre bout de la ville. La journée sera dure, car il doit traverser toute la Médina avec la charge maximum pour son âne, près de 500 kg de légumes. C'est pas toujours facile, la vie est chère et il faut travailler dur. Mais si Dieu le permet, je gagne ma vie avec mon travail, ça va. J'ai 2 fils et une femme. Mon âne, c'est la source de notre nourriture. Si je n'ai pas l'âne, je ne peux pas nourrir ma famille. Il me nourrit moi et les 3 personnes de ma famille. Avec une telle charge, Mohamed doit négocier son itinéraire en évitant, autant qu'il le peut, les ruelles en pente ou celles où se concentre le trafic qui lui bloquerait le passage. Pour que sa journée soit rentable, il lui faudrait faire une 2e livraison, mais les détours de ce matin le ralentissent. Retour donc vers le fondouk, où Mohamed loue un box et achète la nourriture de son âne. Comme la plupart des livreurs de Marrakech, il n'habite pas en ville. Il loge avec sa femme et ses enfants à une quinzaine de kilomètres dans la maison de son oncle. Il ne possède que la force de son travail, cet âne qu'il a acheté il y a 3 ans, et un vieux vélo qui lui permet de venir tous les matins et de rentrer chez lui le soir. Aujourd'hui, entre la location du fondouk et l'avoine de son âne, il ne lui restera pas grand-chose.
à peine quelques dirhams. L'amour pour mon âne ne me permet pas de le laisser sans nourriture. Si je n'ai pas de travail et pas d'argent, j'en emprunte pour acheter de quoi le nourrir ou je demande qu'on me fasse crédit. Il faut d'abord que je donne à manger à cet âne. Demain, je vais me lever à 6 heures, je vais me laver, faire ma prière, je vais manger un peu, et puis j'irai au souk pour essayer de trouver une livraison. C'est comme ça tous les jours. Il y a des jours où je gagne un peu d'argent, d'autres où je ne gagne rien. Alors j'attends le lendemain. Comme l'âne de Mohamed, ils sont des centaines à trottiner tous les jours sur les chemins et les routes, croisant sans rien dire les camions et les voitures qui les chasseront dans quelques années. Depuis 4 ou 5 000 ans, ils ne sont là que pour travailler. Mais ils forment avec les Marocains un couple indissociable qui un jour disparaîtra des villes et des campagnes. Hein?